Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille aujourd'hui dans un épisode hors série du podcast Persévérer pour mieux rêver. Habituellement, je reçois des artistes qui nous racontent le chemin qu'ils ont suivi pour vivre de leur passion et qui nous montrent l'importance de la persévérance dans leur parcours. Aujourd'hui, cet épisode concerne une autre forme de persévérance, celle de mon amie Amandine. Dans cet épisode, elle a accepté de nous partager son expérience du harcèlement scolaire. Elle témoigne de la tricotylomanie, qui est un trouble obsessionnel compulsif qu'elle a développé pendant le harcèlement et qui consiste dans son cas à s'arracher les cheveux. Elle nous explique comment réagir face à ces situations et nous parle de la place qu'a eue la musique pour l'aider à traverser ces épreuves. On y parle de pardon, d'écoute et de revanche sur la vie. Je vous laisse en sa compagnie. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un peu particulier du podcast, enfin hors série, avec ma copine Amandine que j'ai rencontrée pendant nos études à Sciences Po Grenoble, avec qui on a eu l'occasion de se parler de nos histoires respectives qui sont pas forcément très marrantes, mais qui sont des histoires de harcèlement scolaire et qui font vraiment sens dans ce podcast parce que il faut une sacrée persévérance pour en sortir, pour ne jamais vraiment en sortir aussi et pour accepter de vivre avec. Merci beaucoup Amandine de me faire l'honneur de venir parce que qui mieux que toi pour parler de ça. Merci à toi. Et merci pour ton courage parce que je sais que c'est pas facile. Et bienvenue dans le podcast. C'est gentil, merci. Je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Amandine Cardona. J'ai rencontré Justine quand on était en première année de Sciences Po à Grenoble. Et j'ai été diplômée récemment de Sciences Po dans un master de relations internationales spécialité Amérique latine. Et voilà. Est-ce que tu peux nous raconter donc on sait que cette histoire commence et a lieu en majeure partie dans l'enfance. Est-ce que tu peux nous raconter où tu vivais, dans quel environnement aussi familial, quelle était ton enfance? Alors, savoir où l'histoire commence, c'est un peu compliqué. Je pense qu'elle commence au moment de mon déménagement. J'avais 5 ans quand on a déménagé en Ardèche. Voilà, mais on vivait à Avignon avec mes parents. J'étais dans une école privée. J'avais beaucoup d'amis. Je me souviens très clairement de ces moments-là, alors que j'étais vraiment toute petite, quoi. Et je me souviens de tous les prénoms de mes copains dans cette école. Et voilà, j'étais un peu... comment dire, la groupie des maîtresses aussi. J'adorais l'école. J'aime toujours apprendre, mais l'école, non. Donc voilà, l'histoire commence, je pense, au moment de ce déménagement. C'est un choc quand on est petit de se réadapter à de nouvelles grandes personnes qui vont s'occuper de nous, à des nouveaux camarades de classe, un nouvel environnement. Donc, bon, déjà un peu déstabilisé, mais voilà, ça va. Et après, je pense que donc il y avait déjà eu une déstabilisation par rapport au déménagement. Et après, l'histoire commence véritablement par mon frère, en fait. Mon petit frère, on a 3 ans d'écart, donc il était plus petit que moi. Et il était très hyperactif. Et donc, les maîtresses l'ont envoyé consulter un psychologue scolaire. Et le psychologue scolaire a demandé à mes parents, est-ce qu'il a des frères et sœurs ? J'aimerais connaître l'environnement de cet enfant, comment il se comporte avec d'autres en dehors de l'école. Et donc mes parents disent oui, bien sûr, il a une sœur. Et donc le psychologue scolaire a voulu me voir. J'y suis allée, on a discuté. Je me souviens plus très clairement de ce qu'on a discuté, mais en tout cas, à la fin de cette séance-là, il a dit à mes parents, il faut que je revoie votre fille, je vais lui faire passer des tests, parce qu'en fait, je pense qu'elle est clairement en avance par rapport au niveau scolaire. Donc à l'époque, j'étais en CE1. Et je subissais déjà quelques brimades par rapport à mon physique, parce que j'étais plus grande que toutes mes copines de classe, et un peu plus enveloppée, un peu plus ronde, voilà. J'ai toujours été une bonne vivante, donc voilà. Mais rien de grave à ce moment-là, ça m'atteignait pas de manière aussi profonde que par la suite. Donc j'ai revu ce psychologue scolaire 3 fois, il me semble. Pendant 3 séances, il m'a fait faire une batterie de tests. Et à la
à l'issue de ces séances-là, il a rappelé mes parents, enfin, il les a fait venir, et il leur a dit, écoutez, moi, dès demain, il faut qu'elle change de classe. On va lui faire sauter une classe parce que c'est pas possible. On pourrait lui en faire sauter 2 d'un coup, mais je pense que ça va la déstabiliser. Donc déjà, on va lui en faire sauter une cette année et on verra l'année prochaine. Donc il m'a fait sauter une classe. Le lendemain, d'un coup, il fallait prévenir toute l'école et il fallait déménager mon bureau. Tous mes petits dessins et tout ça. J'étais en CE1 et donc je suis passée directement en CE2. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que, en fait, donc déjà une nouvelle classe, un nouveau maître. À l'époque, j'avais un maître. Et les camarades de classe étaient jaloux. Voilà, bon. À l'époque, je me rendais pas compte de ça, évidemment. Mais en tout cas, moi, ce que je voyais en classe, dès que j'ai changé de classe, c'est que les brimades étaient devenues bien plus méchantes, bien plus personnelles. C'était plus seulement sur mon physique, c'était vraiment des choses méchantes. Voilà, et donc ça a été toute une période comme ça, très difficile, et même quand j'ai sauté de une classe, le maître n'a pas du tout aidé mes parents pour que je puisse rattraper tout le début du programme scolaire que j'avais perdu en fait quand j'étais dans la classe inférieure. Et donc j'ai sauté de classe un mercredi et le vendredi il y avait une interrogation sur l'imparfait. Je m'en souviens encore très très clairement. C'est sur fou, l'imparfait. Le temps, l'imparfait. Il fallait conjuguer des verbes à l'imparfait. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc, je savais pas du tout. Et j'étais complètement paniquée. Et ma mère m'a fait réviser à fond la veille et tout. Elle m'a dit, bon, t'es sûre, c'est bon, tu connais par cœur toutes les terminaisons. Et j'ai réussi, brillamment. Mais dès que mes camarades ont vu que, non, en fait, j'ai sauté une classe, j'avais du retard sur eux, et pourtant, j'ai réussi, c'était encore pire. Et plus je réussissais, pire c'était. Et c'était vraiment une spirale de la solitude qui a commencé à se construire autour de moi. Et à ce moment-là, est-ce que tu te rends compte que c'est injuste ou est-ce que tu te dis que tu mérites ces brimades-là ? En fait, à ce moment-là, non. Je ressens une énorme injustice. Je me dis, moi, j'ai rien demandé à la base. C'est mon frère qui allait voir ce psychologue scolaire. Moi, je devais rien avoir à faire dans cette histoire-là. Et j'ai rien demandé. Et je comprends pas pourquoi on devient aussi méchant alors que tout ce que je fais, c'est faire ce qu'on me dit de faire. Faire les devoirs qu'on me demande de faire à l'école. C'est tout. Et il faut savoir que j'étais pas non plus une élève très... comment on va dire, très sûre d'elle dès le départ. Et à ce moment-là, quand j'ai sauté une classe, ça a été encore pire parce que je subissais ces brimades, etc. Et donc même si je réussissais, c'était jamais assez. Et il fallait que tout soit absolument parfait dans chaque chose que je faisais. Alors que j'avais 7 ans, quoi. À 7 ans, déjà, se mettre une pression telle, se dire il faut que je sois absolument parfaite, alors que j'ai que 7 ans, que forcément il me manque plein de choses, plein d'expériences, plein de sagesse. C'est impossible. Et même à tout âge, c'est impossible parce que la perfection finale, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Donc c'était énormément de pression que je me mettais seule en plus, parce que mes parents comprenaient très bien qu'il y avait tous ces changements, ça aurait pu avoir une incidence sur mes notes, sur mes résultats scolaires. Ils le savaient très bien. Et ils m'aidaient du mieux qu'ils pouvaient. Mais c'était vraiment toute seule que je me mettais cette pression-là. En plus, ce que tu racontes, ce changement de classe a été assez violent. On t'a jamais consulté. Est-ce qu'on a demandé à tes parents au moins si eux étaient d'accord, ou est-ce que ça s'est vraiment tout fait sans qu'on te consulte ? Ça s'est fait... Si, on m'a consulté. Et moi, j'étais d'accord, quoi. Je reconnaissais que oui, effectivement, je m'ennuyais, clairement. À l'époque, je terminais vraiment mes devoirs, on va dire, une demi-heure avant tout le monde. Et j'aidais tous ceux qui n'avaient pas encore fini.
et j'attendais que le maître ou la maîtresse reviennent vers nous parce que c'était des classes avec plusieurs niveaux au sein d'une même classe. C'était une école de petit village, donc on n'a pas le choix, quoi. Les enseignants font comme ils peuvent, ils essayent de diviser le temps, et donc quand c'était à notre tour de faire les devoirs, moi en 5 minutes c'était plié, quoi, ce qu'on nous demandait de faire. Donc j'attendais, je m'ennuyais, j'aidais les autres comme je pouvais, et voilà, et j'attendais. Donc quand on m'a dit tu vas changer de classe, ça va être mieux, ça va être plus à ton rythme, tu vas faire des choses plus intéressantes, forcément j'ai dit oui, ouais, bien sûr. Et en plus, je pensais que j'allais rejoindre une classe dans laquelle j'aurais potentiellement des amis. Parce que c'était des petites filles et des petits garçons que je voyais à la récréation et qui n'étaient pas forcément méchants avec moi à la base. Alors je me disais, ouais, pourquoi pas. En plus, je me suis toujours entendue avec des gens plus âgés que moi. Alors oui, bien sûr. Mes parents étaient un peu craintifs, mais non, ils ont dit, bien sûr, si c'est mieux pour elle, on va faire ça, bien sûr. Mais c'est vrai que ça a été très, très brutal, je pense, avec du recul. Et il n'y a pas eu de suivi au niveau du corps enseignant. Disons que le psychologue scolaire a appelé l'école, la directrice de l'école, qui était ma maîtresse, et il l'a prévenu, il lui a dit, on va la changer de classe, mais pas plus que ça. Donc il n'y avait aucun suivi psychologique, même un suivi au niveau des résultats scolaires, ou pour faire cette transition-là qu'elle soit la plus facile possible. Il n'y avait pas de suivi non plus au niveau du programme scolaire. Comme je l'ai dit, voilà, ma mère n'a pas du tout été aidée. Et quand elle a demandé de l'aide aux enseignants, leur dire je vois bien que le programme n'est pas le même, enfin normal, c'est un autre niveau. Comment est-ce que moi je peux faire pour l'aider, pour qu'elle rattrape son petit retard ? L'enseignant lui a répondu, vous avez qu'à aller dans le commerce, il y a des manuels tout près, et puis voilà, vous prenez les cahiers de vacances et vous aurez le programme, quoi. Alors ma mère, elle me l'a raconté un peu plus tard, elle m'a dit, quand on m'a dit ça, j'ai pas compris, quoi, je suis tombée des nues, je pensais pas que on pouvait abandonner les enfants comme ça, quoi. Donc ouais, c'était... Oui, au final, en fait, c'était tellement un petit village que tu étais peut-être une des premières de l'école à devoir sauter une classe parce que tu étais en avance, comme ça. Exactement. Je pense qu'il y a peu de formation par rapport à ça. On enseigne aux enseignants à enseigner, mais pas forcément à suivre le développement de leurs élèves. Oui, à les accompagner là-dedans. Exactement. Tu parlais tout à l'heure, c'était très fort, tu disais spirale de la solitude. Est-ce qu'il y avait quand même une personne, un copain, une copine, quelqu'un qui, dans cette école, était avec toi ? Absolument pas. Absolument pas. D'où l'expression spirale de la solitude. C'est vraiment mon ressenti, mais c'est ce que c'était à l'époque quand j'ai sauté cette classe et que les brimades, les moqueries, les humiliations ont commencé à être de plus en plus violentes, fréquentes et persistantes. Déjà, au départ, je me sentais méritée ces brimades. Donc je le disais à personne parce que je me disais prends sur toi et puis de toute façon c'est des enfants, ça va leur passer, ça va pas durer, quoi. Donc je prenais sur moi et je disais absolument rien, ni même à mes parents, à personne. Et puis au fur et à mesure j'ai averti quand même ma maîtresse, mon maître et la maîtresse qui était la directrice de l'école. Et ils m'ont répondu la même chose que ce que je me disais. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, c'est des enfants et tu sais, des fois, quand on est petit, on se rend pas compte. Donc, leur en veux pas, c'est pas grave. Bon, si c'est pas grave, tant pis, quoi, je vais continuer à prendre sur moi. Et puis, je voulais pas décevoir mes parents. Je me disais, j'ai sauté une classe, c'était quelque chose d'un peu difficile. Pour ma mère, elle a essayé de me faire rattraper tout mon retard et tout. J'ai pas envie de lui faire de la peine, lui dire qu'au final ça se passe pas bien. Donc je vais rien lui dire. Et vraiment autour de moi, tous les élèves étaient vraiment tournés contre moi. En fait, il y avait deux petites filles qui avaient décidé d'être les cheftaines de l'école. Et comme c'était une toute petite école, c'était assez facile.
Et du coup, elles ont monté tout le monde contre moi, quoi. Il fallait plus me parler. Dans la cour de récréation, je me suis pris beaucoup de ballons de foot en pleine tête. Ça fait mal ça en plus. Oui, complètement. Mais voilà, parce que même les garçons, du coup, sous la coupe de ces petites filles, ils me tyrannisent aussi. Voilà, maintenant, quand je vous parle, j'ai peu de souvenirs de ces brimades. Très peu. En fait, il y a des pans entiers de mon existence que j'ai complètement oubliés ou que mon cerveau a décidé d'effacer. Mais voilà, je me souviens de ça. Je me souviens qu'on m'a craché dessus plusieurs fois. Voilà, ça c'était pour la partie physique. Mais après, c'est l'aspect plus moral, le harcèlement moral, qui a été le plus fort et qui m'a complètement brisée. Et c'est quelque chose de très dur quand en plus on est seul. Et est-ce que quand les maîtresses à qui t'en as parlé, la maîtresse et le maître, est-ce que tu leur as dit qu'on te crachait dessus? Est-ce que quand tu leur as parlé de ces humiliations-là? Ils le voyaient en fait. Ils surveillent la cour de récréation. Et malgré ça, ils ne disaient rien. Ils disaient absolument rien. Ils discutaient entre eux. Et ils étaient censés nous surveiller. Ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais ils allaient pas lâcher leur café et se lever de leur banc. Ouais, c'était plus facile de laisser faire, quoi. Exactement, c'était plus facile. Et on était à un moment aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle beaucoup plus, toujours pas assez, mais beaucoup plus. Nous à ce moment-là, je suis même pas sûre que le mot harcèlement scolaire était si connu que ça. Non, absolument pas. On en parlait beaucoup moins. Et puis quand on le vit, on se dit jamais c'est grave ce que je vis, c'est pas normal ce que je vis, et en plus c'est potentiellement illégal ce que je vis. Et le mot de harcèlement, moi je l'ai entendu très tard. Tout cet épisode-là, il s'est passé entre mes 7, 8, 9 ans. Et à ce moment-là, même si j'avais déjà entendu le mot, je savais pas ce que c'était. Et je pense que du fait que je n'ai pas parlé à mes parents, ils ne l'ont pas su non plus. Et ils ne se sont pas renseignés non plus. Parce qu'ils pensaient que c'était pas aussi grave que ça, je pense. Donc ce mot, je l'ai entendu quand j'avais 12-13 ans. Ouais, donc bien après, plus tard. Ouais. Clairement plus tard. Et j'ai pris conscience qu'en fait, oui, ce que j'avais vécu, c'était du harcèlement bien plus tard. Et donc, quand soi-même on n'en a pas conscience quand on le vit, comment est-ce qu'on pourrait le dénoncer ? Comment est-ce qu'on pourrait dire c'est pas normal ce que je suis en train de vivre, regardez, ça a un nom, ça a une définition très claire, très précise, et donc, si on sait ce que c'est, on peut agir contre ça. Mais là, je pouvais pas mettre de mots là-dessus, donc c'était impossible aussi d'agir contre ça. Oui, puis en plus, je pense qu'au moment où tu le vis, même maintenant où on en parle plus, au moment où tu le vis, t'as pas ce truc de dire c'est pas normal. Enfin, moi, je sais ce que je ressentais, c'était vraiment c'est dur, mais je le mérite. C'est vrai que je suis nulle, c'est vrai que je suis pas comme eux. Et je pense que je suis même pas certaine que si à ce moment-là je connaissais le mot harcèlement, je me serais dit que c'était ça. J'avais l'impression que c'était mérité. Exactement, ouais. Oui, parce que au fur et à mesure, quand il y a tellement de personnes qui nous en veulent, et sans aucune raison, on se dit mais attends, moi je suis toute seule à penser que je mérite pas ça. Alors s'il y en a autant dans l'autre camp, c'est peut-être moi qui ai tort. Et à force, on rentre dans ce truc de se remettre en question tout le temps et de se dire non, en fait, c'est peut-être moi le problème, je vais essayer de changer. S'ils m'en veulent à ce point, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Il y a forcément une raison derrière, ça peut pas être gratuit. À quel moment t'en as parlé à tes parents ? Alors, j'en ai jamais parlé à mes parents. J'ai pas parlé des brimades. J'ai pas parlé de ce que je vivais, mais eux, ils ont vu certaines choses. Par exemple, l'épisode où on m'avait craché dessus. En fait, à la sortie de l'école, je l'ai dit à ma mère
Et quand mon père est rentré du travail, il me semble que c'est lui qui a appelé la famille de l'élève qui m'avait craché dessus. Et la famille est venue, elle a pris mon manteau, elle a lavé le manteau, etc. Et le petit s'est fait clairement corriger, violemment d'ailleurs. Et donc ils voyaient ça, ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mon comportement changeait complètement, je m'éteignais complètement. Avant de déménager, avant de sauter une classe, j'étais super joyeuse quoi. Je parlais avec n'importe qui dans la rue. J'adorais papoter. On m'appelait la pipelette. Et voilà, j'étais ce genre d'enfant, quoi. Et n'importe quand, je chantais tout le temps. Voilà, j'étais super vive. Et au fur et à mesure que je vivais toutes ces choses difficiles à l'école, je m'éteignais complètement. Je me renfermais sur moi-même, je parlais plus trop. Et puis, j'avais plus envie de sortir non plus. J'étais petite, quand t'as 7 ans, des fois t'as envie d'aller faire du vélo, t'as envie de sortir, quoi, de voir des amis aussi. Mais non, j'allais plus dans le village. Non, T'avais peur de les difficile. croiser aussi? Oui, j'avais peur de les croiser, je pense. Mais à l'époque, c'était surtout, j'ai pas envie de me montrer. Je vais être une petite souris. Et je veux me cacher dans mon trou. Parce que on me faisait clairement comprendre que je devrais pas exister, que je devrais pas être là, que je méritais même pas qu'on me voie, que voilà, mon existence servait à rien et que je ferais mieux de me disparaître. Donc je voulais me cacher à tout prix. Et donc je me renfermais sur moi-même. Et là, du coup, tu disais que c'était jusqu'à tes 9 ans, en fait, c'est jusqu'à ton entrée au collège à peu près? C'est ou un peu avant? Alors, entre-temps, la violence verbale a été telle que j'ai envisagé de mettre fin à ma vie, alors que j'avais 9 ans. Et à ce moment-là, en fait, ma mère est tombée sur des lettres que j'écrivais à mes parents en prévoyance de ce que j'allais potentiellement faire. Mais c'est des lettres qui étaient jamais suffisamment parfaitement écrites, qui consolaient pas assez mes parents. Alors je les jetais et je recommençais à chaque fois. Il y a eu plusieurs lettres et ma mère en a trouvé dans ma poubelle. Et là, je pense que ça a été très dur déjà. Et que ça a été un choc aussi, et qu'elle a pris conscience que ça allait trop loin, que c'était plus possible. Et puis d'abord, elle voyait très bien qu'une petite fille qui adorait l'école, maintenant, elle voulait plus du tout y aller. Que je paniquais complètement, alors que j'adorais apprendre. Et j'étais bien consciente de ça. Consciente de ça, je faisais clairement la différence entre apprendre et l'école. J'adore m'instruire, j'adore apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouveaux trucs, mais l'école, je peux plus. Et je le disais à mes parents, que je veux plus aller à l'école, ou je veux changer d'école. Alors ma mère, quand ça allait trop loin, quand elle a trouvé ça, du coup, ils m'ont sortie de l'école, et pendant 2 trimestres, ou 1 trimestre, je me souviens plus, parce que c'est très brumeux tout ça en fait, c'est tellement traumatique que c'est tout brumeux. Oui, ton cerveau te protège de ça. Voilà. Donc ma mère m'a fait l'école à la maison. Donc là aussi ça a été beaucoup de sacrifices pour mes parents, ça a été très compliqué pour eux aussi. En l'occurrence c'était ma mère qui me donnait les cours. Et là aussi c'est toute une réorganisation familiale à cause de ça. Et donc je me sentais très coupable par rapport à ça. Mais dès qu'on m'a ôté de l'école et que j'ai pu faire l'école à la maison, ça allait mieux. Je soufflais, mais les dégâts étaient déjà faits, en fait. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on m'a fait, c'était toujours dans ma tête. Et même si je le subissais plus, et ben en fait, je revoyais le film en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et même si je voyais plus ces élèves-là, eh ben,
c'est compliqué d'en sortir. Et donc on m'a changé d'école, et l'année suivante, en CM2, l'année s'est très bien passée, et après je suis rentrée au collège. Et là, donc, tu as rencontré des personnes qui t'ont fait te rendre compte que c'était pas toi le problème? Oui, dès la CM2, j'ai rencontré des amis. J'avais enfin des amis. Je pensais que j'en aurais plus jamais. Et en fait, ouais, je me suis fait des amis. Et il faut savoir le stress que c'était le premier jour dans cette nouvelle école. Hein. C'était quelque chose. Mais je me suis fait des nouvelles amies, et c'est vrai que le collège s'est passé plus sereinement. J'ai toujours aimé apprendre, et je savais que si j'avais été dégoûtée de l'école, le collège était une autre expérience complètement différente, avec beaucoup plus de monde. Bon, ça restait un collège rural, donc on était 350 dans tout l'établissement. Mais pour moi, c'était énorme, c'était beaucoup plus de monde que ce à quoi j'avais l'habitude. Donc c'était un nouveau départ. Après, voilà, le collège s'est très bien passé. Mais après, j'avais toujours ces dégâts dans ma tête. Et donc c'était toujours compliqué au niveau social. Même si j'avais 2-3 amis assez proches, c'était toujours compliqué de m'adapter aux autres et de rentrer dans ce moule de quand on est enfant, adolescent, qu'on se développe. Rentrer dans le moule, c'est très compliqué. Ouais, t'avais l'impression de ne pas réussir à coller à ce que les autres faisaient naturellement, en fait. C'est ça, parce qu'en plus, cette expérience, ça m'a fait grandir énormément, je pense. Et je suis devenue tellement mature que je trouvais qu'il y avait un fossé avec les autres. Et ils comprenaient pas, quoi. Ils comprenaient pas, et ils me comprenaient pas, et moi je les comprenais pas non plus. Ouais. Il y avait plein de choses qui étaient faites, qui étaient dites, et voilà, des choses d'enfants ou de prado. Et moi je trouvais ça... Voilà, tout ce qui est les effets de mode, etc. Je comprenais pas du tout ça. Et du coup, forcément, je rentrais pas dans le moule du tout. Ouais, donc même si ça se passait, tu t'avais plus de brimade, mais tu te sentais quand même pas à ta place. Exactement, ouais. Quand est-ce que tu as recommencé à te sentir à ta place? Est-ce que déjà c'est revenu? Parce que je pense que c'est long, et je sais pas si on s'en sort vraiment. Ouais, j'ai commencé à me rouvrir, à me redécouvrir au lycée. Le lycée, ça a été un changement formidable. C'était incroyable parce que j'avais conservé quelques amitiés du collège qui allaient dans le même lycée que moi, alors ça, c'était incroyable. Et puis après, au lycée, j'ai rencontré encore d'autres personnes, les bonnes personnes, et j'ai eu une chance incroyable par rapport à ça. Des personnes qui m'ont appris que si tu rentres pas dans le moule, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, on a chacun notre moule. Et voilà, c'est pas important ce qu'on peut penser de toi. Et ce qui est important, c'est ce que toi, tu penses de toi. Et ces personnes-là qui m'ont appris ça, c'était un renouveau, quoi. C'était vraiment quelque chose de très libérateur de rentrer au lycée. Ouais, et de réussir à enfin sortir de là, quoi. Exactement. Mais après, il y a des séquelles que je conserverai, je pense, toute ma vie. Hein. Depuis l'école primaire, du coup, il y a tout ce stress, toute cette angoisse, tout ce fait de vouloir disparaître. En fait, tout ça, je l'ai conservé, et mon corps l'a extériorisé parce que moi, je n'arrivais pas à le dire, je n'arrivais pas à crier à l'aide. Et donc, déjà, j'ai développé plusieurs maladies de peau, quoi. Mon corps me disait, ça va pas, tu stresses trop. Et le stress m'a fait des maladies de peau à répétition. Et en plus de ça, j'ai développé des troubles obsessionnels compulsifs et des pensées obsessionnelles compulsives. J'ai commencé à m'arracher les cheveux à partir de 7 ans. C'est une pathologie qui s'appelle la trichotillomanie et qui peut surgir de deux façons, soit suite à un traumatisme,
donc pour moi ça a été le cas, soit de manière héréditaire. Donc ça peut être une pathologie qui a été transmise au sein de la famille. Donc moi ça a été plutôt le premier cas, la raison traumatique. Et donc en plus de toutes les angoisses liées à ma propre personnalité, il y avait aussi toutes les angoisses liées à cette maladie-là, de m'arracher les cheveux, qui était une honte terrible en fait. J'ai commencé à m'arracher les cheveux à partir de 7 ans, sans savoir vraiment ce que je faisais. Je m'arrachais les cheveux parce que ça me soulageait. Je rentre dans une bulle, dans une espèce de transe, et c'est comme si j'ôtais de mon propre corps ce qui allait pas chez moi. Et donc c'était un soulagement à chaque fois que je le faisais, mais je me rendais bien compte que c'était pas trop normal, alors je le disais pas à mes parents du tout. Et donc mes parents voyaient quand même que j'avais des plaques complètement chauves au niveau de mon cuir chevelu, ou que j'étais très irritée au cuir chevelu. Ils m'ont fait consulter des médecins et tout ça. J'ai lâché pas le morceau, je voulais pas dire ce qui arrivait. Et le médecin a conclu que non, c'est à cause du stress, c'est l'angoisse, mais ça va passer, il faut se détendre. On m'a quand même prescrit des anxiolytiques. J'avais 8 ans. À 8 ans. Bon. Mes parents m'ont vu devenir complètement endormie, éteinte. Donc ils ont dit bon, on va arrêter les anxiolytiques, on va te faire défiler chez les psys. Ils faisaient comme ils pouvaient, les pauvres. Ils trouvaient pas de solution à moi. Oui, puis les anxiolytiques à 8 ans, je suis pas persuadée que ce soit la meilleure solution pour aider un enfant. Exactement, mais quand on a une personne en face qui a un diplôme de médecine et qui conseille ça, on l'écoute. Bien en sûr. fait, on est dépourvu de moyens face au corps médical. On peut pas dire non mais attendez, je suis pas d'accord avec ce que vous nous dites. Non. Bien sûr. Quand le médecin te dit il faut faire ça, tu le fais. Donc mes parents écoutaient les médecins et ils ont eu raison. Ils ont eu raison, bien sûr. Et malheureusement ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc après j'ai consulté plusieurs psys. On est allé d'abord au centre CMP, donc c'est les centres médico-psychologiques publics qui sont un peu partout en France. Voilà, c'est des institutions qui permettent d'avoir des soins psychologiques, psychiatriques gratuits. Et il y a des unités spéciales pour les enfants. Et donc moi j'allais là-bas, mais malheureusement je suis tombée sur une psychologue complètement incompétente. Voilà, c'est quelqu'un qui continuait à me dire que de toute façon c'était pas grave ce que j'avais vécu et il fallait juste que j'arrête de m'arracher les cheveux, mais pourquoi je faisais ça, franchement j'étais complètement folle. Faut vraiment être fou pour s'arracher les cheveux, c'est les personnes folles qui sont dans les asiles qui font ça, donc il faut que tu arrêtes de faire ça. Ouais, mais du coup moi je pensais que j'étais folle. C'est hyper violent de dire ça à un enfant. Ouais, j'avais 8 ans. À ce moment-là, ils avaient mis le mot sur le trouble ou ils savaient pas? Absolument pas, non. Et on cherchait pas plus. On se disait, c'est un comportement. Un comportement, ça se règle en arrêtant de le faire. Donc, arrête de le faire. Non. Les troubles obsessionnels compulsifs, c'est quelque chose, c'est maladif, c'est une pathologie. Et ça peut être traité par des thérapies cognitives comportementale. Donc c'est une sorte de thérapie qui est pas forcément médicalisée, mais en tout cas qui est longue, qui a ses processus, qui a ses étapes, etc. Ça je l'ai découvert très très tard. J'ai découvert à 20 ans. Ouais. Donc ouais. Et la première fois qu'on a mis le mot sur la trichotillomanie devant moi, qu'on m'expliquait ce que c'était, je crois que c'était une émission de télé sur France Télévisions, et j'avais peut-être 15-16 ans. D'accord, donc pendant toutes ces années, pendant 10 ans à peu on près, t'a laissé croire que c'était toi qui avais un problème, quoi. Ouais, je me suis crue folle pendant de nombreuses années. Donc même, vous voyez, même quand je suis arrivée au collège et que les histoires d'harcèlement ont commencé à se décanter, j'avais ce souci de trichotillomanie qui ne partait pas, et je savais pas ce que c'était, et donc je me croyais toujours folle.
Et donc c'était très compliqué d'engager des relations avec d'autres personnes, d'expliquer qui j'étais. Et il faut savoir que la trichotillomanie, il y a certaines personnes qui s'arrachent des cheveux juste derrière l'oreille, où ça se voit pas trop. Moi, c'était la moitié du crâne. Donc ça se voyait clairement. Donc le matin, soit je passais 1 heure à me préparer, à faire en sorte de faire des coiffures complètement improbables, mettre des cheveux de derrière, devant, enfin c'était vraiment quelque chose d'horrible. J'avais un air à peu près normal, mais dès que je me levais le matin pour me préparer, la première chose que je faisais, j'allais à ma fenêtre et je regardais s'il y avait du vent. S'il y avait du vent ou s'il y avait de la pluie, je savais que j'allais passer une journée terrible où c'était impossible pour moi de maintenir ma coiffure en place pour que personne voie que j'avais la moitié du crâne complètement chauve, pour positionner mon foulard, pour pas que mon foulard s'en aille. Ça allait être impossible. Je savais que j'allais passer une journée horrible et que on allait me dévisager s'il y avait quelque chose qui allait pas. Et même quand on me dévisageait pas, moi je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc je parlais pas et je voulais disparaître tout le temps. Et est-ce que tes parents, à ce moment-là, même sans avoir le nom donc, de cette maladie, est-ce qu'ils t'expliquaient qu'ils savaient que t'étais pas folle ? Dès que je leur ai dit que je m'arrachais les cheveux, ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit non, mais toi, tu t'arraches... Parce que j'avais trouvé une excuse bidon. J'avais dit non, mais je m'arrache les cheveux parce qu'en fait, j'ai vu qu'au bout du cheveu, il y a quelque chose de blanc et je pense que c'est ça qui me cause toutes ces maladies de peau. Ah oui, il fallait la trouver celle-là. Ouais, mais j'avais 8 ans, tu vois. À 8 ans, quand tu expliquais à tes parents que tu t'arrachais les cheveux, bon, faut qu'il y ait une bonne explication derrière. Alors moi, je me suis dit, bon, c'est bon, je pense qu'ils vont y croire, on va dire ça. Ils n'ont pas cru du tout. Mais ils m'ont expliqué, non, ça c'est le bulbe du cheveu, qu'est-ce que tu fais ? Donc non, il faut arrêter de faire ça. Mais je pouvais déjà plus. Le mécanisme de la trichotillomanie était déjà en route. Donc tu peux plus t'arrêter, quoi. À moins de suivre les bonnes thérapies, c'est très compliqué. Et même en suivant des thérapies, c'est très compliqué. Donc ouais, mes parents, quand je leur ai dit que je m'arrachais les cheveux, évidemment, ils m'ont expliqué. Et puis, les premières choses, c'était aller voir le médecin pour demander qu'est-ce qu'on fait face à ça. Le médecin connaissait pas. Donc, il a cherché. Je me souviens de ça. Le médecin connaissait pas du tout le trouble. Donc, il a cherché dans son dictionnaire de médecine. Devant nous, hein. Et il a lu la définition et a dit « Ah, mais oui, c'est un trouble du comportement, mais c'est pas... Bon, ça va passer. » C'est pas passé. Donc, on est allé voir après des psychologues et tout ça. Mes parents essayaient de m'aider en me faisant voir des psychologues, mais bon, ça marchait pas. Ils voyaient bien que ça allait pas. Donc, du coup, ils ont essayé d'employer la manière forte. Ils m'ont dit, bon, si tu t'arraches les cheveux, on va te punir à chaque fois qu'on voit que tu t'as arraché les cheveux. Ça marchait pas non plus. Donc, après, on essayait de s'en ficher, de me laisser et voir avec le temps si ça va mieux, si je m'apaise, si j'arrive. Bon, ça n'a pas marché non plus. Alors on va surveiller, on va essayer de compter, de voir à quel moment tu le fais. Donc là où il y avait des trous dans mes cheveux, je parle très crûment et je pense que pour la plupart des personnes, ça va être très compliqué à comprendre ce trouble. Non, mais il faut en parler. Ouais. Et c'est très dur, hein. Ouais, j'imagine. T'es courageuse. Donc dès que j'avais des trous dans mes cheveux qui étaient des plaques chauves, ma mère mettait du stylo tout autour et comme ça elle verrait si dans la journée je m'avais arraché plus de cheveux. Si le trou s'était étendu, elle voyait du coup que je m'étais arraché les cheveux grâce à cette marque de stylo. Mais ça aussi, je le vivais très mal, je le vivais comme une humiliation et je le vivais sans arrêt. Du coup, il fallait me regarder la tête tous les jours, voir l'étendue des dégâts, et c'est des dégâts face à lesquels moi j'étais complètement démunie, impuissante, de la même manière que mes parents. Ça, c'est une punition pour une bêtise que t'as pas faite. Voilà.
Et je leur en ai voulu beaucoup. Mais avec le recul, maintenant, je me dis, en fait, ils ont tout essayé, quoi. Ils ont vraiment tout essayé. Ils ont fait toutes les méthodes possibles qu'on emploie pour corriger une bêtise d'un enfant. Mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, après ça, du coup, on s'est rendu compte que je m'arrachais les cheveux principalement la nuit, quand personne ne me voyait. Donc, la nuit, je mettais des gants. Des entraves en fait à mes mains pour pas que mes doigts puissent attraper mes cheveux. Ça marchait pas. Ça marchait clairement pas parce que si je pouvais plus le faire la nuit, je faisais la journée du coup. Et c'est pas du tout quelque chose de conscient en fait. Quand on commence à rentrer dans une crise de trichotillomanie, c'est pas du tout quelque chose de conscient. Simplement, ça peut être parce qu'on s'ennuie, parce que nos mains sont inoccupées, pour plein de raisons, parce qu'on est stressé. On va petit à petit passer notre main dans nos cheveux, se gratter la tête, se gratter un endroit précis, et puis commencer à arracher cheveu par cheveu ou mèche par mèche, ça dépend des personnes. Et voilà, c'est pas du tout quelque chose de conscient. Et en fait, on rentre dans une transe qui nous emmène parfois pendant des heures. Je pouvais passer 3, 4, 5 heures des fois dans cette crise de trichotillomanie sans m'arrêter, m'arracher les cheveux sans m'arrêter. Et en fait, je me rendais compte, j'arrive à sortir de la crise au moment où j'ai mal à la main. Ah ouais. Où j'ai mal au bras, où j'ai mal à la main, à force que ma main soit en l'air sur ma tête, j'ai mal au bras. Et là, cette douleur, elle me sort de ma crise et je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Quand je vois tous les cheveux au sol ou... Et voilà, et c'était terrible parce que pour moi, j'étais complètement folle. J'avais passé combien de temps ? Je regardais l'heure, j'avais passé 3 heures à faire ça. J'étais complètement folle pour moi. Oui, tu te culpabilisais. Exactement. Et c'est parce que c'est une maladie que personne comprend. Ni les personnes qui en souffrent, ni le corps médical, ni le corps psychologique. Malheureusement, il y a très peu de psychologues qui sont formés pour apporter une aide psychologique ou psychiatrique aux personnes qui souffrent de trichotillomanie. Est-ce que tu as une idée de la proportion de gens qui en souffrent à peu près en France ? Alors c'est très dur de déterminer ça. On considère officiellement, parce que c'est une maladie qui est reconnue, donc officiellement, d'après les chiffres, ce serait entre 1 et 2% de la population mondiale qui souffrerait de cette maladie-là. C'est énorme. C'est énorme. Il faut savoir que ça ne concerne pas forcément que les cheveux. Il y a des personnes qui peuvent s'arracher les poils, il y a des personnes qui peuvent s'arracher la barbe, même dans le cas des hommes. Donc voilà, c'est assez difficile de savoir exactement aussi combien de personnes. On pense que ce serait plus. Il y a certaines études qui montreraient qu'on serait plus autour de 4-5% de la population mondiale, mais qu'en fait, on considère toujours 2% à peu près, parce que la plupart des personnes ne mettent pas de mots sur leur maladie. Et c'est tellement honteux qu'elles ne déclarent pas être atteintes de cette maladie. Donc on peut, voilà, puis il y a des cultures dans lesquelles on met pas du tout l'accent sur la maladie mentale. C'est encore quelque chose de très tabou. Donc c'est impossible de calculer exactement le pourcentage de la population. Mais bon, même si c'est que 2%, c'est déjà énorme. Et puis c'est énorme, 2% en fait. C'est ça. 2%, ça fait... quand on connaît 100 personnes, c'est 2 personnes au moins, parmi les gens qu'on connaît, parmi notre cercle, qui sont atteintes de cette maladie-là. Oui, c'est ça. Ça peut être un voisin, un collègue, un membre de notre propre famille. Et en fonction de la gravité, des fois, on s'en rend même pas compte du tout que cette personne est atteinte de trichotillomanie. Et toi, le jour où on met le mot dessus, est-ce que ça te soulage ? Est-ce que à ce jour-là, t'arrives à dire « Bah ça va, je suis pas folle » ? Ou est-ce que tu dis « Ah mince, je suis malade » ? Comment ça se passe dans ta tête ? Ouais, c'est un mélange des deux, je dirais. D'abord, c'est « Ah, je comprends mieux. » Déjà, je comprends mieux ce que je fais et pourquoi je le fais. Et d'un autre côté, c'est « Ah, mais c'est une maladie et on sait qu'il n'y a aucun traitement de cette maladie. Aucun traitement médicamenteux, aucun traitement chirurgical.
Donc c'est une maladie incurable. Donc comment je me soigne si c'est incurable? Donc beaucoup de désespoir parce qu'on se dit que c'est impossible d'en sortir. Mais bon. Après, j'ai découvert qu'il y avait des thérapies spécialisées, donc de l'espoir. Mais je me dis en même temps, ouais, je suis malade. Ouais, c'est hyper dur. Ouais. Puis je l'ai découvert, j'étais en pleine adolescence. Donc déjà que l'adolescence, quand on a entre guillemets pas de problème, c'est un moment compliqué, gérer la transformation de son corps, etc. Mais là en plus, je me transforme en femme et je m'attaque à mes cheveux. Et il y a ce regard-là de la société par rapport aux cheveux des femmes qui m'a pas aidée du tout non plus. J'ai entendu plusieurs fois dans la bouche de ma grand-mère notamment: mais pourquoi tu t'attaques à ça? C'est ta féminité, tu peux pas t'arracher les poils des jambes? Ça serait plus simple. T'aurais pas besoin de t'épiler. Mais voilà, on a ce regard-là. Un manque d'information. Exactement. Et une génération sur qui on s'est pas attardé sur ces problèmes-là. Exactement. Et c'est voilà, c'est toujours, malgré tout ce qui est en train de changer, les cheveux longs, un symbole de féminité qui est extrêmement présent dans la société. Et donc en plus, quand on développe notre corps de femme à ce moment-là et qu'on a atteint trichotillomanie, mais on se sent profondément laide. Oui, ça te renvoie à cette spirale de la solitude, en fait, dont tu parlais au départ. Exactement. Parce que si moi, je comprenais petit à petit à mon rythme, je savais que pour ceux qui étaient autour de moi, c'était encore plus dur, encore plus difficile et encore plus long le chemin pour comprendre. Et puis un sentiment d'impuissance aussi, je pense. Exactement, ouais. Entre-temps, tu as une petite sœur dont tu es très proche. Oui. Est-ce que tu as eu peur pour elle quand elle est rentrée à l'école, qu'elle traverse ça? Ou est-ce que tu as occulté ça, tu as essayé de pas y penser? Ouais, j'ai eu peur pour elle. Bien sûr. J'ai jamais eu peur pour mon petit frère, bizarrement. Quoique, pas si bizarrement, parce qu'on a des personnalités qui sont diamétralement opposées. Il est très fort, et il est très fort. Il sait se défendre, il sait parler pour lui-même. Pour ma petite sœur, j'ai eu très peur. Ouais. Et est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais pouvoir dire aux professeurs, aux parents, aux enfants qui nous écoutent là, pour éviter que ça se reproduise un jour, pour comment le détecter, comment le gérer, comment ils auraient pu le gérer différemment au moment où ça a commencé? Il y a deux choses dans ce que j'ai raconté aujourd'hui. Il y a le harcèlement d'un côté, il y a la trichotillomanie de l'autre. C'est deux choses différentes qui sont l'un à causer l'autre dans mon cas. Mais voilà, donc les réactions vont être différentes en fonction du harcèlement ou de la trichotillomanie. Pour le harcèlement, clairement, j'ai ressenti un énorme abandon de la part du corps enseignant. Je pense que c'est quelque chose sur lequel les professeurs ne sont pas du tout informés, pas du tout préparés. Et donc, voilà, comme je disais, les enseignants sont préparés pour enseigner, mais pas pour accompagner les élèves. Alors que l'école, c'est l'endroit dans lequel on passe la majeure partie de notre temps entre nos 4 ans et nos 16 ans, légalement. Ça peut être 18 ans. Donc, voilà, on passe toute notre vie à leur côté. On les voit plus à un moment donné que nos propres parents. Donc si eux, de leur côté, ils sont pas armés pour nous accompagner dans notre développement émotionnel, dans notre développement psychologique, ben on est livré à nous-mêmes. Et quand il arrive quelque chose comme ça qui est aussi grave, qui peut faire autant de mal et qui peut complètement changer une personne ou détruire une personne, combien de jeunes se suicident tous les ans à cause de ça? Eh ben, je trouve qu'il y a vraiment un manque de ce côté-là. Il y a pas assez de formation des enseignants.
mais aussi des CPE, des directeurs d'école, des directeurs de collège, mais aussi des psychologues scolaires qui, lorsqu'ils prennent une décision, cette décision devrait automatiquement s'accompagner d'un suivi psychologique. Les infirmiers ou le représentant médical, on va dire, des établissements scolaires non plus, n'est pas du tout au courant, ne sait pas comment réagir face à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en ce moment, mais malheureusement, c'est les enseignants qu'il faut former, pas seulement les infirmiers des collèges ou des écoles. C'est les enseignants. C'est eux qui surveillent les cours de récréation, c'est eux qui voient ce qui se passe. Donc il y a eu ce premier échec-là, mais il y a aussi tout le corps médical, le corps du monde psychologique, psychiatrique. Les psychologues, les psychiatres sont clairement pas à la hauteur quand il s'agit de répondre à la détresse émotionnelle et psychologique d'un enfant, malheureusement. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à ça, et j'aimerais rajouter que je pense que la situation aurait été différente si j'avais vécu tout ça dans une ville, dans une métropole. Et j'étais à la campagne, j'étais dans un milieu rural, donc il y a très peu de psychologues, peu de médecins, voilà. Ou alors c'est des médecins qui sont sortis de l'école de médecine il y a 50 ans. Et entre-temps, ils n'ont pas lu. Donc je pense que l'expérience aurait été différente si j'avais grandi en ville et pas à la campagne. Et je pense que pour les parents, ce qui est peut-être important de dire, même si tu l'expliques dans ton interview, c'est de dire votre enfant, il viendra pas vous dire qu'il est harcelé. Exactement. Il y a du côté des parents de harceler, mais aussi du côté des parents de harceleurs. Parce qu'en fait, quand j'ai sauté une classe, des années plus tard, mes parents m'ont dit non mais nous on sait pourquoi ça s'est déclenché tout ça, pourquoi ça s'est empiré. On sait que le psychologue scolaire, après que tu aies sauté une classe, a été appelé par plusieurs parents de l'école parce qu'ils voulaient que leur fils ou leur fille aussi saute une classe. Parce qu'ils étaient jaloux. Et donc forcément, les enfants derrière, ils ont été nourris par le ressentiment de leurs parents ou par la jalousie de leurs parents. Et ça s'est retransmis dans leurs gestes, dans leur manière d'être avec moi. Donc il y a ça aussi. Si on veut pas que les enfants deviennent des harceleurs, il faut déjà regarder les adultes. Un enfant, si devant lui vous vous moquez de quelqu'un, si devant lui vous réprimandez quelqu'un, si devant lui vous frappez quelqu'un, l'enfant va le reproduire. Mais il faut savoir aussi que si devant lui vous embrassez quelqu'un, si devant lui vous prenez dans vos bras quelqu'un, vous aidez quelqu'un, vous avez de la compassion envers quelqu'un devant cet enfant, l'enfant va aussi le reproduire. Donc, c'est une affaire de mimétisme. Exactement, les choses commencent à partir de vous, votre comportement à vous, par rapport aux autres, devant les autres. Aujourd'hui, quand tu retournes, tu vas encore régulièrement dans ton village, est-ce que ça t'est arrivé de recroiser ces personnes qui t'ont fait du mal ou leurs parents ? Oui, bien sûr. Et là, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça ? T'as le sentiment de les avoir excusés ou pas ? Oui, le pardon est très important, je pense. On ne peut pas se reconstruire si on continue à nourrir la haine, ou en tout cas la colère ou le ressentiment envers quelqu'un. On peut pas se reconstruire, on peut pas tourner la page. Et si dans notre cœur, c'est la haine et la colère qui prend toute la place, comment est-ce qu'on pourrait s'offrir à soi-même d'être aimé ou aimer quelqu'un ? Voilà, il y aura plus de place pour ça. Donc non, le pardon est très important et je leur ai pardonné depuis longtemps. C'est hyper courageux. Dans ce podcast, on reçoit beaucoup d'artistes. Toi, je sais que j'ai fait du théâtre avec toi. Je t'ai vu chanter incroyablement bien à ton mariage. Je sais que toute la place qu'a l'art dans ta vie. Est-ce que tu as le sentiment que l'art, ça t'a fait tenir ? Ouais, c'est un énorme soutien. Déjà, moi, c'était beaucoup la musique, le chant.
Ouais, je me souviens quand j'étais encore dans la spirale de la solitude, la musique, ça m'aidait tellement à poser des mots sur ce que je ressentais. Parce que j'étais complètement renfermée sur moi-même, c'était impossible pour moi de me confier à quelqu'un. Donc je me confiais à moi-même à travers la musique. Et c'était des moments incroyables. J'étais toute seule dans ma chambre avec la musique à fond. Je pense que j'ai dû saouler mon frère qui était juste de l'autre côté du mur. Mais c'était des moments précieux, quoi, où je pensais plus à rien. Je chantais simplement et c'est un grand soutien, c'est un support émotionnel qui a été super important pour moi. Oui. Et aujourd'hui, outre la tricotylomanie, est-ce qu'il y a encore des conséquences que tu ressens dans ton quotidien qui sont liées au harcèlement? Il y a le manque de confiance en soi. Ça, c'est quelque chose de terrible parce que peu importe toutes les belles choses, les choses merveilleuses qui peuvent nous arriver, n'importe quoi, que ce soit rencontrer une personne extraordinaire, que ce soit une opportunité dans le travail, on se dit tout de suite « je mérite pas ». Mais je mérite pas. Qui je suis, moi? Ou alors on se dit « je vais pas y arriver ». Ou voilà, le sentiment premier face à quelque chose de soit normalement génial, le sentiment premier, ça va être la peur. La peur et l'angoisse. On va se dire, mais non, mais je suis incapable et pour moi, c'est impossible. Et donc, ce manque de confiance en moi, ça nourrit chez moi des pensées obsessionnelles compulsives. Et donc, c'est ça, c'est en boucle. Pendant des heures, je peux me dire, non, je suis incapable, c'est impossible pour moi, je mérite pas. Et ça continue comme ça. Voilà, ça aussi, c'est une pathologie psychologique qui va de pair avec la tricotylomanie. Donc, ouais, ça, c'est clairement quelque chose que je tire de cette expérience qu'est le harcèlement scolaire. Ou toute autre sorte de harcèlement, d'ailleurs, ça va avoir à peu près la même conséquence. C'est jamais le harceleur qui va se sentir coupable au final. Ouais. C'est toujours la victime qui va être coupable. Tu penses qu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas pris la mesure de ce qu'ils ont fait? Je pense pas parce que je leur ai jamais dit. Je leur ai jamais dit, mes parents non plus, on a été très discrets là-dessus, beaucoup de pudeur. C'est quelque chose dont je parle depuis peu, depuis très peu. J'ai 23 ans aujourd'hui. Je pense que ça fait, 7 ans que je peux en parler sans m'effondrer, sans pleurer. C'est hyper dur. Ouais. Ça te ferait du bien de recevoir des excuses ou t'es passée outre maintenant? Non, je suis passée outre. Les personnes qui m'ont harcelée à l'époque, elles en avaient pas du tout conscience. Donc comment est-ce qu'elles pourraient s'excuser sincèrement de choses dont elles n'étaient pas conscientes? Et je le sais très bien et je les excuse sans même qu'elles aient à me le demander. Parce que je sais que, premièrement, c'est pas de leur faute. Deuxièmement, elles n'étaient pas au courant de ce qu'elles faisaient. Et troisièmement, je pense qu'elles ont beaucoup changé. C'était des enfants à l'époque. Ces personnes ont beaucoup changé. Oui, c'est que toi, tu auras les conséquences toute ta vie, mais on ne peut pas leur en vouloir quand même. Exactement. Ce qui est dur. Est-ce que tu as le sentiment de revanche sur la vie quand le jour de ton mariage, le jour où tu rentres à Sciences Po, est-ce que tu y as pensé à ça? Moi, non. Mais c'est mon père, tout le temps. Il est tellement fier. Et il me dit... c'est le jour où... En fait, le jour où j'ai su que j'avais mon bac avec mention et le jour où j'ai su que je rentrais à Sciences Po, c'était le même jour. Et ce jour-là, il m'a dit... Quand même, tu vois, eh ben, tu leur as prouvé. Tu leur as prouvé. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience de ça. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah ouais, en fait, tout ce perfectionnisme, tous les efforts que je mettais et tout ça, c'est parce que j'ai toujours quelque chose à prouver. Tout ce que je fais, en fait, même toujours maintenant, bah, je vais toujours avoir cette petite pensée derrière. Ouais, allez, je vais leur prouver. Je vais leur prouver que tout ce qu'ils ont dit, c'était trompé. Oui, je pense que c'est un sentiment qui est normal. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens aussi.
c'est qu'on fait plus jamais les choses rien que pour nous. On le fait toujours pour leur prouver, pour se prouver à soi-même qu'ils avaient tort et qu'en fait, c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans ce podcast, dans d'autres contextes d'habitude, mais en fait, il faut s'accrocher et à la fin, en fait, on réussit à faire des choses vraiment chouettes. Mais purée, la persévérance dans ces contextes-là, c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est tellement difficile. Une question que je pose toujours à la fin, et je crois qu'elle a jamais eu autant de sens que dans cette interview-là, c'est si toi tu pouvais parler à l'enfant que t'étais au moment où t'as sauté une classe, quand t'es arrivée à 7 ans dans cette école, qu'est-ce que tu dirais à la petite Amandine? Ah, c'est très dur. C'est très très dur. 2 choses. 2 options. Je triche. Première option, je lui dis absolument rien. Je lui dis absolument rien parce que si j'avais pas agi de cette manière-là, si j'avais rien vécu de ça, si ne serait-ce qu'un tout petit truc avait changé dans cette histoire, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et malgré tout, je suis plutôt fière de la personne que je suis aujourd'hui, en toute humilité. Mais tu peux l'être. C'est vraiment... je me dis que si j'avais pas vécu des trucs difficiles, j'aurais peut-être pas le même regard sur la vie, peut-être que j'aurais pas le même rapport aux autres, je traiterais pas les gens de la manière dont je les traite aujourd'hui, je serais pas en train de faire un podcast. Donc je pense que je lui dirais rien. Ou la deuxième option, ce serait lui dire parle. Parle. Et te referme pas sur toi, parle. Dis les choses. Même si toi tu comprends pas tout ce qui se passe, il y en a d'autres qui peuvent t'aider à comprendre ce qui se passe. Donc parle. Si on dit rien, c'est le point de départ, quoi. Faut parler, faut s'ouvrir. Même si c'est très dur, même si on se dit qu'on mérite pas, il faut parler. Et même quand on parle et qu'on ne comprend pas, il faut continuer à parler, toujours, encore, jusqu'à ce qu'on nous comprenne. Oui, parce qu'il y a un jour où quelqu'un comprendra. Parce qu'un jour on tombera sur quelqu'un qui comprendra. Ou parce que la personne en face va voir la persistance et va se dire il y a peut-être quelque chose d'autre derrière, peut-être que c'est plus grave que ce que je pense, peut-être que je peux faire quelque chose. Donc parler, encore parler, persévérer, parce que c'est le point de départ, quoi. Si on dit rien, il n'y a rien qui peut être changé. C'est ça. Et puis si on peut passer un message aux parents et aux professeurs, c'est juste ne vous dites jamais que c'est juste quelque chose d'enfant. Ouais. Même si un truc anodin, quoi, une gamine qui se dispute avec une copine d'école et on voit que ça va pas et tout ça, peut lui dire oh c'est pas grave, ça va lui passer, t'inquiète, demain c'est bon, vous êtes de nouveau copines. Très souvent c'est ça, hein. Mais des fois ça cache autre chose derrière. Donc peut-être un peu plus creuser, écouter. Si, voilà, aux enfants qui peuvent vivre ça en ce moment, aux adolescents qui peuvent vivre ça en ce moment, parler. Aux parents, aux enseignants qui côtoient ces enfants-là, écouter. Merci beaucoup Amandine. Merci à toi. J'aurais beaucoup aimé t'entendre au moment où ça se passait. Le précieux interview d'Amandine est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous voulez connaître l'actualité du podcast, vous pouvez suivre les pages sur les réseaux sociaux qui s'appellent Persévérer pour mieux rêver sur Instagram et sur Facebook et Podcast Justine sur Twitter. De nouveaux épisodes avec des artistes talentueux arrivent très bientôt. Merci beaucoup.